C'est bon. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le mouvement de transmission, n'est-ce pas? Donc, nous allons travailler sur le mouvement de transmission. Bon, au quotidien, vous avez plusieurs outils que vous utilisez qui effectuent les mouvements de transmission. Notamment, chaque fois, un moment vous envoie, n'est-ce pas, écraser soit les arachides, soit le maïs au moulin, notamment le moulin à maïs, qui va me citer dans la vie active, dans la vie en société, les différents types de transmission du mouvement que vous connaissez. Oui, mon ami. Ventilateur, mouvement de transmission. Non. Oui. Motocyclette. C'est quel type de mouvement de transmission? Il existe combien de types de mouvements de transmission? 4 qui sont mouvement à friction, mouvement par engrainement dedans, qui peut être les pendules que vous avez, les montres, n'est-ce pas? Mouvement par chaîne, n'est-ce pas? Et mouvement par transmission par courroie, notamment le moulin à maïs. Mouvement par transmission par chaîne, notamment les motos. Vous voyez la chaîne qui relie la roue d'entrée et la roue de sortie, n'est-ce pas? Donc quand on parle de transmission, ici ça met en exergue la courroie et deux roues, la roue d'entrée et la roue de sortie. La roue d'entrée, c'est la roue qui est directement liée au moteur. La roue de sortie, c'est la roue qui est entraînée. Je prends un exemple. J'ai dans cet exemple, n'est-ce pas? On va prendre un exemple de la transmission d'un mouvement poulie-courroie. J'appelle ça la roue A, n'est-ce pas? La roue A, et là la roue B. La roue B. Nous avons ici le centre de la roue. Ça, c'est quelle roue? Si la roue-ci est associée au moteur, qui sera appelé quoi? Roue d'entrée. Roue d'entrée. Encore appelé quoi? Roue d'entrée ou non. Roue menante. Voilà. Roue menante. Roue menante. N'est-ce pas? Roue d'entrée ou roue menante. N'est-ce pas? Et là, on aura quoi? Roue de sortie. Ou roue quoi? Ou roue réceptrice. Ou roue quoi? Ou roue mémé. Voilà. Donc dans les exercices, si vous voyez des noms ainsi, roue réceptrice, roue mémé, roue menante, il s'agit de la roue d'entrée. Roue de sortie, il s'agit de la roue réceptrice. C'est encore appelé la roue de sortie. La roue d'entrée est associée au moteur, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand vous prenez par exemple une bicyclette, où il y a la pédale, directement, le plateau où il y a la pédale, c'est la roue d'entrée, parce qu'il est directement lié au moteur. Alors que la roue qui est arrière, qui est associée à la roue arrière, est la roue de sortie ou roue réceptrice. Donc ça, c'est d'entrée de jeu. Donc il faut connaître les différents types de transmission. Nous avons cité 4. Transmission
par fiction, transmission par voie courroie, transmission par chaîne et transmission par engrainement de dents. Et l'objectif de ce cours aujourd'hui, c'est de calculer ce qu'on appelle quoi? Car on appelle le rapport de transmission. Le rapport de transmission. Le rapport de transmission. Et pour calculer le rapport de transmission, il y a d'autres préalables qu'il faut connaître, notamment la chaîne cinématique. Si, par exemple, la roue A, n'est-ce pas, entraîne un mouvement à une roue B en passant successivement par la roue B et la roue C. Et si on vous dit, par exemple, que parmi les deux roues, c'est-à-dire parmi la roue A, B, C et D, quels sont ceux qui sont disposés? Quels sont les groupes qui sont disposés à avoir, par exemple, le même axe de rotation? B et C peuvent avoir le même axe de... Alors, on va dire que ce sont les roues qui sont comment? Si B et C ont le même axe de rotation, on va dire qu'ils sont comment? Ils sont coaxiales. Et on va noter ça comment? A qui transmet à la roue B qui a le même axe de rotation avec la roue C pour donner la roue B. Donc ça c'est la chaîne cinématique lorsque B et C ont le même axe de rotation. Alors que voilà la chaîne cinématique lorsque chacun a son axe de rotation. Chaque roue a son axe de rotation. C'est compris? Et maintenant, pour calculer le rapport de transmission, nous connaissons que le rapport de transmission est égal à quoi? Le rapport de transmission est sans unité. Il est égal à quoi? Oui. Petit NES sur NE qui est égal à grand NES sur grand NE. Petit NES est appelé quoi? Nombre de tours de la roue. Nombre de tours. Parce que c'est un mouvement de rotation. Nombre de tours de la roue de sortie sur le nombre de tours de la roue d'entrée, n'est-ce pas? Qui est égal à la vitesse de rotation de la roue de sortie sur la vitesse de rotation de la roue d'entrée. Parce qu'il ne suffit pas de réciter, il faut connaître pourquoi c'est la vitesse de rotation de la roue de sortie sur la vitesse de rotation de la roue d'entrée. Nous pouvons donc le démontrer en faisant ceci pour le torchon. Si je continue ici, n'est-ce pas? Je sais que K est égal. On sait que la vitesse de rotation, par exemple, de la roue de sortie est égale à quoi? Est égale au nombre de tours de la roue de sortie sur le cap, n'est-ce pas? Et la vitesse de rotation de la roue d'entrée est égale au nombre de tours de la roue d'entrée sur le cap. Or, au préalable, je sais que le rapport de transmission est égal au nombre de tours de la roue de sortie sur le nombre de tours de la roue d'entrée, n'est-ce pas? Or, si je tire le nombre de tours de la roue de sortie dans cette formule, ça me donne quoi? Dans la première formule, le nombre de tours de la roue de sortie sera égal à quoi? À la vitesse de rotation sera égal à la vitesse de rotation grand NS fois le temps, n'est-ce pas? Et le nombre de tours de la roue d'entrée sera égal à la vitesse de rotation de la roue d'entrée fois le temps. Et comme c'est la multiplication, je peux simplifier le temps, n'est-ce pas? J'aurai donc le rapport de transmission est égal à la vitesse de rotation de la roue de sortie divisé par la vitesse de rotation de la roue d'entrée. Voilà donc ça. Et à partir de là, on va donc savoir si K, qui est le rapport de transmission, est inférieur à 1, alors le nombre de tours de la roue de sortie est supérieur au nombre de tours de la roue d'entrée. Parce que K est égal à quoi? K est égal au nombre de tours
de la roue de sortie sur le nombre de tours de la roue d'entrée. Si c'est inférieur à 1, équivaut à 10 quoi? Le nombre de tours de la roue de sortie sera égal supérieur au nombre de tours de la roue d'entrée. Et là, on va dire que le mouvement est comment? Multiplicateur. Non. Le mouvement est plutôt, il y a réduction du mouvement de transmission. Maintenant, si K, que nous allons calculer, qui est égal au nombre de tours de la roue de sortie sur le nombre de tours de la roue d'entrée, est plutôt supérieur à 1, alors le nombre de tours de la roue de sortie sera égal supérieur au nombre de tours de la roue d'entrée. Et là, on va dire que le mouvement est comment? Multiplicateur. Il y a plutôt multiplication du mouvement de rotation. Il y a plutôt multiplication du mouvement de transmission. Lorsque K est supérieur à 1, il y a multiplication. Lorsque K est inférieur à 1, il y a réduction. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, pour terminer, voilà la vue de face d'un système poulie-pouvoir. Ça, c'est la vue de face, n'est-ce pas? Pour représenter maintenant la vue de dessus, on va me donner une échelle. Le plus souvent, cette échelle est de 1 dixième. Pour donc le représenter, je vais donc faire une projection, n'est-ce pas, du centre de la roue en un point que je dois laisser ça fixe. Maintenant, je dois identifier le diamètre de la roue d'entrée. Et là, je fais sous forme d'accolade là, et je fais l'autre là, ainsi. Et au niveau du centre, je fais un trait là, n'est-ce pas? Je fais l'autre pour représenter quoi? Mon brin de courroie. Je fais la même chose avec la roue de sortie. Cette même chose là. Et là, on a la vue de dessus. Là, c'est la vue de face. Là, c'est la vue de dessus. Mais pour représenter la vue de dessus, il faut absolument connaître la vue de face. Parce que c'est à partir de la vue de face. Parce qu'il faut identifier le diamètre de chaque roue et les représenter. On va dans les exercices, on va vous donner les échelles. N'est-ce pas? On va vous donner les échelles pour pouvoir représenter la vue de dessus. Mais sachez qu'on représente la vue de face avant de représenter la vue de dessus. Nous allons, après ces explications, passer à un cas pratique. Où est le torchon? Chef de classe, où est le torchon? On va chercher le torchon. Voilà, merci. On va donc passer à un cas pratique pour voir si vous avez compris l'objectif du cours d'aujourd'hui. Bon, qui va dans les exercices? Qui va dans les exercices? Qu'on le corrige. Oui, vas-y. Les roues d'entrée de cette prise d'un bloc A écrasé font respectivement 3000 mètres. 3000 tours par minute et oui. 600 tours par minute. 3000 tours par minute. 600 tours par minute. Et 600 tours. On a dit les roues de quoi? Et d'entrée.
Roue d'entrée et roue de... Voilà. 600 coups par minute. Oui. Calculer le rapport de transmission car je me rends de ce moulin. Voilà, calculer le rapport de transmission car calculons. Le rapport de transmission K de ce moulin. Le rapport de transmission K, nous venons de voir que K sera égal à quoi? À M, S, c'est-à-dire le nombre de tours de la roue de sortie sur le nombre de tours de la roue d'entrée. Ça, c'est la formule. Or, cependant, nous connaissons que la vitesse de rotation, en fonction des données de l'exercice, on nous a plutôt donné les vitesses de rotation, n'est-ce pas? Parce que c'est la vitesse de rotation qui se trouve en tours par minute. La vitesse de rotation de la roue de sortie sera égale au nombre de tours de la roue de sortie sur le temps. N'est-ce pas? Je tire maintenant le nombre de tours de la roue de sortie. Équivaut donc à dire quoi? Le nombre de tours de la roue de sortie serait égal à la vitesse de rotation de la roue de sortie multiplié par le temps. Je fais la même chose. Oui. Oui. Le nombre d'entrées, c'est 3000 tours. Nombre 3000 tours. Merci. 3000 tours par minute et 600 tours par minute. Maintenant, je fais la même chose avec la vitesse de rotation de la roue d'entrée. La vitesse de rotation de la roue d'entrée sera égale au nombre de tours de la roue d'entrée sur le temps, n'est-ce pas? Équivaut à dire quoi? Que le nombre de tours de la roue d'entrée sera égal à la vitesse de rotation de la roue d'entrée multiplié par le temps. Or, je peux appeler cette équation 1, j'appelle l'autre équation 2, j'appelle l'autre équation 3, n'est-ce pas? Maintenant, quand je dis 2, 3 dans 1, on a, n'est-ce pas? Je remplace donc le nombre de tours de la roue de sortie, le nombre de tours de la roue d'entrée par leur valeur. J'aurai donc ceci. Le rapport de transmission sera donc égal à quoi? À nombre de tours ou vitesse de rotation de la roue de sortie fois le temps divisé par la vitesse de rotation de la roue d'entrée fois le temps. Je peux donc simplifier par T, c'est-à-dire je simplifie le temps. J'aurai donc à la fin, après simplification, K égale à la vitesse de rotation de la roue de sortie sur la vitesse de rotation de la roue d'entrée. Ça fait donc K égale à quoi? Égale à 600 divisé par 3000. Ça nous donne combien? 600 divisé par 3000. Si je simplifie par 0, ça me donne 6 divisé par 3. Donc K sera égal à quoi? Par 3000. Ça fait donc 6 divisé par 30. 6 divisé par 30 me donne combien? Hein? 6 divisé par 30 me donne combien? 0,2. Voilà K. Et nous voyons ici que K égale à 0,2. Ça, c'est le rapport de transmission de ce mouvement. Par la suite, quelle est la deuxième question? Convertir en tours par seconde le mouvement de vitesse de rotation. On convertit en tours par seconde les vitesses de rotation des différents groupes, c'est-à-dire la roue d'entrée et la roue
et la roue de sortie, n'est-ce pas? Pour convertir, on doit simplement appliquer une règle de 3, n'est-ce pas? Si la vitesse de sortie, la vitesse de la roue de sortie est égale à combien? À 600 tours en une minute, c'est-à-dire une minute. Or, on sait qu'une minute est égale à 60 secondes. Ça veut dire qu'ils peuvent remplacer une minute là par 60 secondes, n'est-ce pas? Donc, pendant 60 secondes, la roue de sortie effectue 600 tours. Maintenant, en une seconde, la roue de sortie va effectuer combien de tours? Ça va donc me faire donc ceci, nombre de tours ou vitesse de rotation de la roue de sortie sera égal à quoi? À 600 fois 1 divisé par 60, n'est-ce pas? Ça va donc me donner 60 divisé par 6, qui va donc me donner combien? 10. Donc, par seconde, la roue de sortie effectue 10 tours en une seconde. Donc, la roue de sortie effectue 10 tours en une seconde. Donc, 600 tours en 60 secondes. Maintenant, il faut convertir la roue d'entrée en tours par seconde. C'est la même chose. On effectue toujours la règle de 3. La vitesse de rotation de la roue d'entrée est égale à 3000 tours en 60 secondes. Maintenant, en une seconde, la roue d'entrée va effectuer combien de tours? J'aurai donc vitesse de rotation de la roue d'entrée. Ça va donc me donner 3000 divisé par 60, c'est-à-dire 300 divisé par 6. Ça me donne combien? 300 divisé par 6 me donne combien? 50. Donc, 50 tours par seconde. Voilà donc la vitesse de rotation de la roue d'entrée en une seconde. Donc, en une seconde, la roue d'entrée effectue 50 tours par seconde. Donc, pour nous convertir, il fallait juste faire la règle de 3. Et vous maîtrisez la règle de 3 depuis la classe du cours moyen 2. Cours moyen 1, je pense bien. N'est-ce pas? Et si vous ne comprenez pas, n'ayez pas honte de demander à vos petits frères à la maison. Ils auront mieux d'arguments pour vous expliquer. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Voilà. Par la suite, on continue avec la question 3. La question 3 dit quoi? Qui va nous lire? Y a-t-il multiplication ou réduction du moment de réaction? Voilà. Y a-t-il multiplication ou réduction du mouvement de rotation? Pour donc connaître s'il y a multiplication ou réduction du mouvement de rotation, il faut regarder la valeur K, n'est-ce pas? On nous a dit que lorsque K est supérieur à 1, il y a quoi? Il y a multiplication du mouvement de rotation. Maintenant, si K est inférieur à 1, il y a plutôt réduction du mouvement de rotation. Maintenant, nous venons de calculer K de cet exercice. K nous donne combien? Or, K égale à 0,2 qui est inférieur à 1. Donc, il y a plutôt quoi? Réduction. Donc, par conséquent, il y a réduction du mouvement de transmission. C'est bon? Voilà, il y a plutôt réduction du mouvement de transmission. On va donc continuer avec la question qui suit. Ça veut dire, s'il y a réduction du mouvement de transmission, la vitesse de rotation, plus le nombre de tours de la roue d'entrée, comment par rapport au nombre de tours de la roue de sortie? Voilà, le nombre de tours
tours de la roue d'entrée est inférieur au nombre de tours de la roue de sortie. C'est compris? Voilà. On poursuit. Quelle est la suite de la question? Question 4. Calculer respectivement le nombre de tours que fait chaque en 3 minutes. Voilà, on nous a donné le temps, n'est-ce pas? Nombre de tours. Que fait chaque roue, non? Nombre de tours que fait chaque roue en 3 minutes. En 3 minutes. On nous a donné le temps. Or, d'après les données de l'exercice, on nous a donné aussi la vitesse de rotation. La vitesse de rotation de la roue de sortie est égale au nombre de tours de la roue de sortie divisé par le temps. N'est-ce pas? On nous a donné le temps. Le temps, c'est 3 minutes, n'est-ce pas? Si on veut donc connaître le nombre de tours que fait chaque roue, je tire donc le nombre de tours de la roue de sortie. Ça sera égal à quoi? À la vitesse de rotation de la roue de sortie multiplié par le temps. Est-ce que c'est compris? J'aurai donc pourquoi la vitesse de rotation de la roue de sortie sera quoi? 600. Voilà, 600 fois 3. Ça me donne combien? 600 fois 3 me donne combien? 1800. Donc ça me donne 600 fois 3 qui est égal à 1800. 1800 tours. Voilà le nombre de tours que fait la roue de sortie en 3 minutes. En 3 minutes. Est-ce que c'est compris? Voilà. J'effectue la même chose avec la roue d'entrée. La roue d'entrée, la vitesse de rotation de la roue d'entrée est égale au nombre de tours de la roue d'entrée divisé par le temps, qu'on m'a donné 3 minutes. N'est-ce pas? Je dis donc, équivaut donc à dire ceci, que le nombre de tours de la roue d'entrée sera égal à la vitesse de rotation de la roue d'entrée multiplié par le temps. Ce qui me donne donc combien? 3000. 3000 fois 3, qui me donne 9000 tours. Donc en 3 minutes, la roue d'entrée effectue 9000 tours. En 3 minutes. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? On poursuit avec la prochaine question. La 5e question dit quoi? Qu'est-ce que le système polypouvoir? C'est quoi un système polypouvoir? C'est quoi un système polypouvoir? Oui. Un système polypouvoir est un système constitué de deux nouveaux réceptrices qui ont pour but d'exercer le mouvement de transmission. Qui ont pour but d'exercer le mouvement de transmission. Oui. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire d'une courroie, n'est-ce pas? Un système polypouvoir, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de deux roues. Une roue menée, une roue menant, n'est-ce pas, qui s'entraînent en mouvement de rotation par l'intermédiaire d'un courroie. Je peux donc prendre cet exemple, n'est-ce pas? Si j'appelle ça la roue A, voilà la roue B, n'est-ce pas? Et voilà le brin de courroie. Brin de courroie. A et B s'entraînent en mouvement par l'intermédiaire d'une courroie. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Ça veut dire quoi? Si A, la roue A, roue B tourne dans l'autre. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Et dans la transmission d'un mouvement de rotation, la roue A peut aussi se comporter
comme une roue B. C'est-à-dire une roue menée peut aussi se comporter comme une roue menante. On dit que le mouvement est comment réversible, n'est-ce pas? Parce que la roue A est la roue qui est associée au moteur, encore appelée roue d'entrée. Il peut aussi se comporter comme une roue de sortie. Et on dit que le mouvement de transmission est réversible. Je prends un autre cas. Dans ce cas, on va croiser la courroie. Et vous allez nous montrer la direction de rotation. Je prends donc celui-ci. N'est-ce pas? Ça, c'est la roue A. Voilà la roue B. Voilà le sens de rotation. Là, c'est le centre de la roue B. Là, c'est le centre de la roue A. N'est-ce pas? Si la roue A tourne dans ce sens, la roue B va tourner dans quel sens? Oui. Dans le sens compresse. C'est-à-dire comment? Comme ceci? Voilà. La roue B va tourner dans le sens ici. Donc vous voyez que lorsqu'on croise la courroie, alors les deux roues tournent en sens contraire, n'est-ce pas? Et par la suite de l'exercice, on nous a demandé de représenter la vue de dessus d'un système poulie-courroie. Nous l'avons fait lorsqu'on expliquait le cours. Et on l'a fait en disant que pour représenter la vue de dessus d'un système poulie-courroie, il faut d'abord représenter la vue de face. Il faut d'abord représenter la vue de face. Celui-ci, ce que je viens de représenter là, ce schéma, c'est la vue de face. Maintenant, la vue de dessus est représentée à partir de la vue de face. Premièrement, on repère le centre des roues. Par la suite, on fait une projection, n'est-ce pas, pour représenter aussi le centre. Ensuite, on représente les bords, c'est-à-dire le diamètre. Le diamètre de la roue d'entrée et le diamètre de la roue de sortie. Voilà. Voilà le diamètre de la roue d'entrée. Et nous avons ici le diamètre de la roue de sortie, n'est-ce pas? Vous voyez que le diamètre de la roue d'entrée est plus grand que le diamètre de la roue de sortie. Et on va donc représenter par les encoulages là. La même chose ici. On va faire un trait qui va relier les deux centres. Celui-ci, ce chemin-ci est appelé vue de dessus. N'est-ce pas? Voilà donc la vue de face de ce système poulie-courroie. Voilà la vue de dessus du système poulie-courroie. Et on représente la vue de dessus à partir de la vue de face. Il faut toujours représenter la vue de face avant de représenter la vue de dessus. Et on nous a fait comprendre dans le cadre de ce cours que lorsque deux roues ont même axe de rotation, on dit qu'ils sont comment? On dit que les deux roues là sont comment? Coaxiales. Lorsque deux roues ont même centre de rotation, on dit qu'elles sont coaxiales. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, prochainement, on va continuer avec la raison, avec l'équipage. N'est-ce pas? Vous avez vu l'équipage, non? Bon, par la suite, on va voir l'équipage, on va traiter beaucoup d'exercices sur l'équipage, travailler encore davantage à la maison. Et s'il y a des zones d'ombre, n'est-ce pas? Posez vos questions, nous sommes là pour vous. Pour qu'à la fin, vous soyez prêts pour votre examen. Qui a tout compris ce qu'on a fait aujourd'hui? Qui n'a pas compris? Qui n'a rien compris? Alors je peux être content de moi que vous avez compris quelque chose. N'est-ce pas?
restez toujours assidus et on va continuer la séance prochaine.